Microstockholm. Ce mollet peut faire de grandes choses. Oh ça oui, c'est un miracle de la nature. C'est la grande force invincible de jambes d'acier. Ton kung-fu devrait t'aider à bien jouer au foot. Le kung-fu est un atout au football? C'est possible. C'est ça l'équipe Shaolin Soccer? Ce sont des champions, ça se voit. J'ai hâte de les voir jouer. Tu connais le kung-fu de la grue? Oui, un peu. Alors cesse d'insulter Shaolin. D'accord. Votre style s'appelle Tai Chi Yin Yang. C'est la douceur qui est donc l'acier. Tu as un très beau corps, mais tu devrais arrêter de cacher ton visage derrière tes cheveux. Tu sais bien que notre destin est entre nos mains. Salut à tous et bienvenue dans Hcast, le podcast du ciné HK et asiatique. On espère que vous allez bien. Je suis Marvin Montes, de l'autre côté du micro c'est Erwan Kirok. Comment ça va? Salut, ça va Marvin? Bah écoute, déjà l'épisode 3, c'est peut-être le dernier enregistré pendant le confinement, enfin on espère. Après peut-être qu'on pourra qu'on pourra se satisfaire de faire des enregistrements dehors peut-être. Ouais, bon on enregistrera toujours à distance, hein, parce que c'est vrai que les gens savent pas forcément, mais moi je suis en province et toi t'es en région parisienne. Voilà, on n'est pas du tout l'un à côté de l'autre à se regarder dans le blanc des yeux. C'est clair, donc oui, ça restera à distance. Petit challenge quand même aujourd'hui, justement pour ce troisième épisode, puisque je sais pas si le genre de la comédie HK c'est ce à quoi on pensait quand on a voulu monter cette émission, mais pourquoi pas, puisqu'on va parler d'un film de Stephen Chow qui s'appelle Shaolin Soccer. Et oui, Shaolin Soccer, donc comme tu le disais, qui est une franche comédie et qui est pas forcément le genre dans lequel je me suis le plus abreuvé en parlant de cinéma HK. Je dirais même que mes rares incursions dans la comédie cantonaise ont été reçues avec beaucoup de frilosité de ma part, et donc me lancer dans Shaolin Soccer, finalement je le prenais assez bien parce que j'avais découvert Shaolin Soccer comme tout le monde vers 2003, je crois que c'était là où Miramax avait sorti sa version du film, donc voilà, j'étais content de me replonger dedans en me disant je vais me remettre dans une des rares comédies HK que j'avais aimé. Précisons que c'était quand même ton idée. C'était mon idée, mais parce que j'en avais gardé un très bon souvenir. Après on va parler de comment je le vois aujourd'hui, mais ça va être très différent. Pour être tout à fait transparent, il faut le savoir, moi je suis plutôt client, voire très client de Stephen Chow. Toi il me semble savoir que beaucoup moins, mais bon on va y revenir. Alors on va commencer rapidement comme d'habitude par faire le sommaire. On va prendre Shaolin Soccer et on va se poser les mêmes questions, c'est-à-dire Shaolin Soccer c'est quoi, on va parler du contexte, on donnera notre avis sur le film, on fera des petites recos à la fin et puis on n'oubliera pas quand même de passer par l'impact qu'a eu le film, et il en a vraiment eu un pour le coup. Donc c'est parti. Allons-y. Qu'est-ce que tu veux? J'ai trouvé une meilleure idée pour promouvoir le kung-fu. C'est une idée sensationnelle. Si tu veux savoir, c'est le football. Shaolin Soccer raconte l'histoire en fait d'un élève des moines Shaolin qui est devenu, on va dire, un maître de kung-fu, dont le but est de faire reconnaître cet art par le grand public. Donc ce qu'il va faire en fait, ça va être de convoquer ses 5 frères de l'école Shaolin pour former une équipe de football afin de gagner un championnat et justement d'enfin obtenir la reconnaissance après laquelle il court depuis toujours. Et ils sont entraînés par une ancienne gloire du football qui, suite à un événement malvenu, s'est retrouvé estropié, hein, c'est le mot qu'ils emploient probablement le plus dans le film. Très malvenu. Très malvenu, et donc c'est une ancienne gloire du foot qui se faisait surnommer Pied droit d'or. Donc c'est un film qui est sorti en 2001 pour la version originale, puisque on peut le dire tout de suite, il y a 2 versions de ce film. Il y a une version HK qui doit faire 1h48 et une version côté occidental distribuée par Miramax qui a été un petit peu charcutée de partout et à laquelle on a enlevé 20 minutes. On va y revenir plus tard. Il y a quelques années, notre maître nous a demandé de développer le kung-fu, et vous avez la super bonne idée de mélanger le kung-fu de Shaolin avec le football. J'ai toujours gardé le secret espoir de revenir au kung-fu un jour ou l'autre, vous savez. Mais c'est super. Alors on est fait pour s'entendre. Donc on va commencer peut-être par le contexte, et je pense que la première chose à faire, ça serait de faire un petit point, avant de parler directement du film, sur Stephen Chow, parce qu'on en parlait en off avant. Je sais pas si en tant que public, encore une fois occidental, encore plus peut-être en tant qu'Européen, peut-être qu'on a tendance parfois à minimiser, ou alors simplement pas être au fait de l'envergure qu'a Stephen Chow à Hong Kong et en Chine. Pour certains, c'est quasiment une légende vivante. Moi, j'ai été très surpris, effectivement. Je suis un des premiers à ne rien savoir de Stephen Chow. J'étais effectivement abasourdi par la quantité de films qu'il a fait et le succès de ses films. Chaque film, l'un après l'autre, qu'il a fait depuis qu'il est devenu scénariste, acteur, réalisateur, producteur. Avant, il était acteur. Ces films ont, à chaque fois qu'ils sortaient, fait un tabac monumental, c'est-à-dire que c'était à chaque fois quasiment les plus gros succès de l'histoire du cinéma HK. Ce qui est extrêmement surprenant. Donc Stephen Chow, pour moi, c'est quelqu'un qui, malgré le succès de Shaolin Soccer, auquel je m'étais jamais vraiment intéressé. J'ai vu Kung Fu Hustle des années après, que j'ai beaucoup aimé. Mais aujourd'hui, en préparant cet épisode de Hcast, j'ai vraiment découvert que c'était un phénomène, ce type. C'est un type qui est absolument adoré en Chine. Je crois pas qu'il ait d'équivalent en termes de succès
et en termes d'image en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un que le monde occidental a découvert avec le succès de Shaolin Soccer. Ça a été un tel succès que Miramax effectivement a racheté les droits de distribution à l'international parce que justement ce film avait un appel international grâce au manga dont il s'inspirait très librement, Captain Tsubasa, plus connu en France sous le nom de Olive et Tom. Pendant des années, il a été comparé à Jackie Chan. Je serais pas étonné qu'il ait même complètement dépassé cette aura-là, en fait. Il est surnommé d'ailleurs le King of Comedy à Hong Kong. Et au moment de la sortie de Shaolin Soccer, il a dans sa filmo à peu près, je crois, une 50aine de films, parce qu'il faut savoir qu'il est, comme tu disais, réalisateur, il est aussi auteur, il est producteur et évidemment acteur. C'est probablement un des types les plus influents du cinéma hongkongais et chinois, quoi. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que manifestement, c'est suite au départ des cinéastes hongkongais, donc dont John Woo, dont on a déjà parlé, et de certains grands acteurs comme Chow Yun-fat qui s'est retrouvé un petit peu esselé en haut des box-office, quoi. Bah, c'est d'autant plus intéressant ce que tu dis que tous les acteurs et les réalisateurs dont tu parles qui effectivement sont allés un peu goûter de Hollywood sont présents d'une manière ou d'une autre dans sa filmographie. Sur IMDb, c'est un mec qui a 71 crédits d'acteur. C'est quelqu'un qui vraiment a eu un tel succès qu'aujourd'hui il peut se permettre d'engager un réalisateur aussi influent que Choi Ark dans ses films. Il parodie et cite John Woo à travers la musique, à travers la mise en scène dans Shaolin Soccer, mais il a également un de ses premiers rôles, ça a été dans un film de John Woo. Tu citais Chow Yun-fat, sa première grosse gloire qu'il a eue, ça a été en fait dans la suite de God of Gamblers qui était avec Chow Yun-fat. On peut reconnaître en fait l'importance de son succès par toutes les grandes stars qu'il a croisées et qui sont venues se greffer à sa filmographie. C'est dire l'ampleur de son cinéma, l'influence qu'il a sur le cinéma chinois. Et tu citais Jackie Chan, pendant des années et des années, quand leurs films sortaient, c'était la baston pour savoir lequel allait remporter le plus d'argent, allait avoir le plus de spectateurs. Ce qui le différencie véritablement, c'est que Jackie Chan, il a une aura vraiment internationale, puisqu'il s'est particulièrement quand même bien exporté, alors que Stephen Chow est un petit peu resté le roi de la comédie à Hong Kong, puisqu'on en reparlera, mais il n'a pas tout à fait la même fortune sur le plan international, en tout cas. Non, c'est très difficile d'exporter l'humour, d'autant plus l'humour cantonais. Particulièrement dans ce cas-là, en plus. Particulièrement dans ce cas, ouais. L'humour de Stephen Chow est un mélange de plein de choses, autant occidentales que typiquement locales, et donc c'est d'autant plus compréhensible de mon point de vue d'imposer ça à l'étranger. On sait que Jackie Chan, par exemple, a dû faire plein de concessions par rapport à son humour. Quand on regarde ses films américains, on retrouve pas du tout le même humour qui, moi, me fait toujours un peu grincer des dents qu'on a dans ses films cantonais. Il n'y a pas que les fous qui chantent. Moi-même, j'ai de réels talents de compositeur. Je vous avoue, à ce moment précis, je sens que je vais entrer en création. Je sens que ça monte en moi et je sais très bien que ça va faire mal. L'explose totale. Do, do, si, do, la, sol, mi, sol. Au moment de la sortie de Shaolin Soccer, c'est en 2001, il y a plusieurs choses qui ont aidé le film à devenir le premier film de Stephen Chow distribué en Occident. C'est déjà la proximité avec la Coupe du Monde de football, en fait, qui s'est déroulée en 2002, donc un an plus tard, qui avait lieu, je crois, c'était au Japon, en Corée du Sud, si je me trompe pas. Donc forcément, on avait déjà une percée du foot en Asie, et inversement, les Occidentaux commençaient à se rendre compte que les équipes asiatiques jouaient un petit peu au ballon, quoi. Il y a aussi, comme tu le disais, la proximité avec Olive et Tom, donc Captain Tsubasa, qui était une influence reconnue de Stephen Chow, et c'est un peu comme ça que le film est passé, en tout cas en France. Le souvenir que j'en ai, c'est que dans les cercles cinéphiles, on vendait un petit peu le film comme Captain Tsubasa en vrai, quoi. Ouais, c'était vraiment l'adaptation de Olive et Tom en film, bon, pas officiel, mais c'était vraiment ça, avec l'influence de Dragon Ball. Ouais. Et donc c'était vraiment pour la première fois ce type de dessin animé, ce type de manga en live, et c'est pour ça aussi que le film a été récompensé pour ses effets spéciaux. Et Stephen Chow l'a dit en interview, il voulait faire un film qui a un appel international, et il savait que en s'appuyant sur Captain Tsubasa, sur Olive et Tom, il pouvait avoir cet appel international, cet appel mondial. Il a attendu que les effets spéciaux soient à la hauteur, parce que ça a toujours été un peu compliqué en Chine d'avoir des effets spéciaux de qualité. Quand il s'est rendu compte qu'il pouvait se payer quelque chose de correct avec les effets spéciaux, et qu'il a eu les épaules assez larges pour endosser lui-même le rôle de réalisateur, parce qu'avant il était surtout acteur, il avait réalisé 1 voire 2 films en tant que co-réalisateur. Là c'est le premier film qu'il réalise complètement tout seul, et donc je pense que c'était vraiment quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps. Il s'est dit c'est le bon moment, comme tu dis, il y avait les bonnes circonstances, et c'était le moment idéal pour se lancer et lancer Shaolin Soccer. Allô? C'est toi, Jane? C'est moi, c'est Gary. Tu sais, depuis longtemps, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Voilà. Je t'aime. C'est pas Jane, c'est Johnny. Ah, bon, bah alors... est-ce que tu peux transmettre le message à Jane, s'il te plaît? Au revoir. On va avancer un petit peu et on va se poser les vraies questions, c'est-à-dire Shaolin Soccer, comment c'est fait et qu'est-ce qu'on en pense.
Le sujet qui fâche. C'est là où ça devient un peu plus douloureux dans ton cas. Non, mais Shaolin Soccer, c'est un film que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu. J'en garde des très bons souvenirs et certains souvenirs très précis, notamment par exemple la sorte de parodie de Il faut sauver le soldat Ryan, quand ils sont en plein match de foot qui tourne au grand n'importe quoi, à l'ultra-violence, et que le personnage de Stephen Chow tombe par terre. Il avance en rampant, il trouve un casque, il y a des balles qui commencent à fuser au-dessus de sa tête, il trouve une fusil mitrailleur. J'ai trouvé ça génial. Et donc j'avais ce souvenir très précis. Donc moi j'avais passé un très bon moment. D'où ma proposition de faire Shaolin Soccer. Et donc quand je me suis relancé dans Shaolin Soccer, j'avoue que il y a des trucs j'ai eu du mal, quoi. On parlait de la version Miramax, c'est peut-être parce qu'à l'époque il y a d'extrêmement grandes chances que j'ai vu la version Miramax. La version Miramax qui était quasiment dépouillée de tout l'humour vraiment cantonné, quoi. Et dépouillée de violence aussi. Moi je suis tombé sur un article sur internet. Par exemple, un personnage qui se fait casser le nez, ils ont enlevé le sang qui coulait de son nez. Ils ont enlevé toutes les choses les plus violentes, qui finalement sont parfois les plus drôles. C'était purement de la censure. Rien que pour vous donner un exemple, la première scène est déjà amputée du film. On a 3 minutes, 4 minutes qui passent à la corbeille. C'est-à-dire que toute la scène du flashback du début, en fait. Tu dis, ah ouais, ils commencent fort déjà, parce qu'ils ont amputé le générique, donc qui était un générique en animation, et ils amputent en plus la toute première scène. Donc moi, je l'ai vu dans ces circonstances-là, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'était mieux, peut-être que j'en ai eu un meilleur souvenir, parce que c'était plus adapté à ma sensibilité. Ouais. Mais c'est vrai qu'en redécouvrant aujourd'hui, je retrouve des choses qui me déplaisent dans le cinéma, dans l'humour cantonais. Après, il y a des choses dedans que j'adore, mais étant aussi plus conscient de la structure dramatique, des problèmes d'écriture que peut avoir un film aujourd'hui, et je note aussi les énormes facilités, les énormes ficelles de scénario. Mais en y repensant après l'avoir vu, c'est vrai que j'étais un peu ennuyé par le fait que j'aimais pas le film autant que je l'avais aimé à l'époque. Mais en revoyant d'autres films de Stephen Chow, je me suis dit que finalement, c'était peut-être un de ses meilleurs. C'est pas sympa ce que tu dis. Non, mais je trouve qu'il y a du très bon. Il y a du what the fuck. Je regarde avec ma compagne le film et à certains moments on se regardait l'un l'autre. Alors on éclatait de rire, mais on rigolait pas avec le film, on rigolait du film en fait. C'est assez marrant en fait que tu parles d'un film dont tu as des souvenirs très précis, parce que je trouve que c'est quand même un film qui est plein d'images marquantes, mine de rien. Alors que ce soit à travers la mise en scène, en fait c'est surtout la partie purement compétition, quoi, la partie comédie sportive, vraiment football, où là t'as vraiment plein de clins d'œil cinéphiles, plein de séquences quand même assez marquantes, mais là où je vais te rejoindre quand même un petit peu, c'est qu'avant ça, on a tout un développement, donc toute une première moitié du film qui est lunaire, quoi. Le kung-fu c'est génial. Oh ça oui. Le kung-fu c'est super. Oui, super. Je suis tête de fer. Il est tête de fer. Tu es jambe d'acier. Ah oui, de fer et d'acier. On a du slapstick tout le temps, on a du comique de répétition. Mais alors, du comique de répétition, quoi. C'est-à-dire qu'on a des séquences extrêmement longues avec des vannes qui peuvent durer, on a 3 minutes sur la même phrase répétée en boucle, quoi. En plus, on a des jeux de mots qui sont typiquement cantonnés, donc c'est pas toujours simple à la traduction. On a beaucoup de comiques, évidemment, de gestuels, de mimiques, parce que Stephen Chow, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on le surnomme le Jim Carrey de Hong Kong. Et il y a aussi l'humour de Stephen Chow, en tout cas dans Shaolin Soccer, est particulièrement cruel. C'est-à-dire que on va se moquer des obèses, on va se moquer sans problème des femmes qui ne prennent pas soin d'elles. C'est quand même des blagues récurrentes qui sont, tu vois, c'est à peine second degré, quoi. Je me souviens très bien justement de ce personnage de la femme, donc qui est interprétée par Zhao Wei, donc qui est une femme magnifique, et je me souviens très bien qu'elle jouait le personnage d'une femme moche, quoi. Qui a surtout des gros problèmes d'acné, manifestement, quoi. Et donc les mecs veulent être gentils avec elle, mais en aucun cas ils peuvent imaginer tomber amoureux d'elle, par exemple. Non, il y a un moment où elle essaye de se maquiller, de s'habiller différemment. T'as carrément un mec qui vomit, je crois, ou qui a 2 doigts de vomir rien qu'en la regardant. Des choses comme ça. On a aussi un personnage qui est uniquement qualifié de le gros, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le gros, et qui est, son surnom de Shaolin, c'est Plume Légère. Mais sinon, c'est le gros, quoi. Effectivement, donc on voit un personnage qui se balade, qui traverse le film en mangeant tout le temps. En plus, c'est horrible comment il mange. C'est-à-dire que la première scène où on le voit, il est en train de se goinfrer de ce qui semble être des chips, mais c'est pas juste il se goinfre et il en prend plein, c'est qu'il en a plein de collés sur le visage, quoi. Et là, t'as une cliente qui débarque et qui lui dit: Hé, le gros, tu veux bien m'attraper du papier toilette? Il essaie de l'attraper, mais vu qu'il est trop gros, il fait tout tomber. C'est vrai, c'est ce genre de choses que vous allez pouvoir voir pendant une bonne heure. Je sais que dit comme ça peut paraître étrange, mais textuellement, c'est ce qui se passe, quoi. Mais c'est étrange, de toute façon, c'est très étrange. Il faut avoir un petit peu d'apprentissage de ce qu'est l'humour cantonais et de ce qu'est finalement peut-être l'humour de Stephen Chow. Il se détache un petit peu de ça ensuite. Il réhabilite un petit peu ses personnages, puisque l'équipe va évoluer et ils vont retrouver une sorte de renaissance à travers le foot, bêtement. Mais c'est vrai que pendant la première partie, les personnages sont
hyper malmenés. Le personnage de Zhao Wei en prend vraiment plein la gueule, quoi, pour finir par se raser le crâne. Et c'est comme ça qu'elle sera efficace en se rasant le crâne, quoi. Mais comme tu dis, il y a une cruauté, ce qui est drôle, hein, faut pas se le cacher. Hein. Mais on sait pas. Des fois, je me posais vraiment la question est-ce que je rigole avec le film ou est-ce que je rigole du film, de à quel point le film va loin, quoi. Parce que alors c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on se moque aussi énormément des handicapés. Ah oui. puisque l'estropié, c'est le seul surnom qui va lui rester. Il en prend aussi plein la tronche pendant tout le film, quoi. Mantat, qui joue l'entraîneur, est anciennement Fung, non, donc le pied droit. Pied droit d'or. Hein, ouais. C'est un grand joueur de football qui se fait éclater la jambe par des supporters mécontents, qu'il ait raté un but. Ce but, il l'a raté parce qu'il a été payé par un de ses coéquipiers, et le coéquipier avait tout préparé, et 20 ans plus tard, le coéquipier est devenu le président d'un club de football, et l'autre lui en est à lui cirer ses chaussures. Et c'est tellement too much comment le méchant il traite l'entraîneur. c'est vraiment, il lui dit, enfin dès le début il lui dit tire-moi les pompes, voilà. Puis juste après il lui fait ouais, et au fait je te vire et sache que c'est moi qui ai manipulé le public pour que tu te fasses casser la jambe. Putain mec, tu lui sors tout ça d'un seul coup. C'est le niveau de cruauté est hallucinant. Je bosse pour toi depuis des années, alors pourquoi tu me traites comme ça? Eh bien parce que j'en ai envie. Tu veux que je te dise je ne t'aime pas? Autrefois je te trouvais agréable, mais tu as changé, ta tête ne me revient plus. Allez, retourne chez toi. Ça fait 20 ans que je te nourris. J'en ai assez. Tu veux que je t'apprenne une chose? C'est moi qui me suis débrouillé pour que tu deviennes estropié. Il faut savoir aussi qu'on a parfois dans le film des choses qui débarquent dans Seizu, par exemple, qui d'ailleurs peuvent très vite vous faire comprendre si vous allez accepter le délire ou y être complètement réfractaire. Je pense par exemple à ce début de scène de comédie musicale qui débarque sans qu'on sache trop pourquoi. Ils sont devant un stand de brioche en fait et ils se mettent tous à danser d'un coup. Là les passants se réveillent, enfin ça finit complètement chorégraphié. Ils dansent la chorégraphie de Thriller de Michael Jackson. Bien sûr. Et puis là il y a un mec qui se réveille en disant mais moi aussi j'ai toujours voulu être chanteur. Et puis ça va durer pendant tout le film. C'est-à-dire qu'on va mêler des références, je vais pas dire cinéphiles, mais des références pop culture évidentes à ce genre de choses qui débarquent dans Seizu. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut accepter, mais je trouve par contre que le film devient presque un autre film, encore une fois, dans sa deuxième partie, que je trouve vraiment pour le coup beaucoup mieux. Je suis complètement d'accord avec toi, hein, concernant les matchs de foot et la deuxième moitié du film, où là on commence à avoir des enjeux, on commence à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire c'est ce qu'on veut voir. Je pense que tout le monde en garde un excellent souvenir aussi, parce que ça fait appel, en tout cas pour ma génération, à de la nostalgie, et aussi parce que c'est complètement dingue. C'était la première fois qu'on voyait Dragon Ball mélangé à Olive et Tom dans un film. Moi, j'en ai gardé un très bon souvenir, je pense, à cause de ces parties-là qui sont, comme tu dis, très bien réalisées. Parce que c'est pas un film beau, on va dire, en termes de photos, par exemple. Mais c'est un film qui est très inventif. C'est vrai que c'est pas un film très joli en termes de photos, mais oui, comme tu le dis, c'est un film plutôt inventif et qui vraiment, en fait, garde une mise en scène quasiment cartoonesque. En fait, c'est vraiment l'influence des animés se ressent. C'est-à-dire qu'on va avoir des plans débulés, beaucoup de contre-plongées, de temps en temps des grands plans d'ensemble, un peu, justement, à la Tsubasa, quoi. Et moi, je trouve la mise en scène, en tout cas, à défaut d'être virtuose, plutôt bien rythmé, quoi. Même avant, on a un peu de ça quand dans la première scène où Stephen Chow apparaît et il dit regarde telle personne dans la rue, si elle savait se servir de telle technique, elle pourrait faire ceci. On voit déjà que il y a une utilisation des effets spéciaux et une mise en scène qui est particulière pour montrer ces choses-là. C'est très inventif et très frais. C'est un mélange des Z à Z. Les Z à Z, c'était le trio Zucker, Abraham Zucker, qui s'est fait connaître en faisant la trilogie Y a-t-il un flic, Y a-t-il un pilote dans l'avion. On a du Jim Carrey, les Monty Python et comme tu disais, de ce qui appartient aussi à Stephen Chow, c'est-à-dire du manga, les grimaces, le kung-fu. Mais effectivement, c'est un mélange de tout. Et en faisant des recherches, j'ai découvert que en fait, son type d'humour a un nom, c'est le moleito, qui veut dire en fait les absurdités, les idioties. Et lui a greffé à ça en fait son propre délire et notamment en fait cet aspect vraiment parodique hérité des films américains. Justement, il y a aussi ça qui nous a forcément parlé en voyant Shaolin Soccer. C'est ce qui l'a probablement aidé à s'exporter tout simplement, c'est que le film est bourré de références qui nous sont très proches en tant qu'occidentaux. On a le gardien de but qui porte la tenue de Bruce Lee dans le jeu de la mort, là, qui était aussi dans Kill Bill, le soldat Ryan, Jurassic Park, Matrix aussi. Ouais, il y a carrément d'ailleurs Tsubasa qui est cité puisque ce qu'on appelle le tir de l'aigle est repris dans le film. Après il y a des références au cinéma chinois, je citais le syndicat du crime, mais il y a plein que j'arriverai jamais à identifier. Le paradoxe que je relève, c'est que c'est quand même
le film de Stephen Chow, on l'a dit, qui a commencé à vraiment bien s'exporter. Et à côté de ça, c'est quand même pas un film pro-occidentalisation du tout, quoi. Puisque c'est quand même des gens qui s'occidentalisent un petit peu, c'est-à-dire qui travaillent soit dans la finance, soit dans le commerce. On en a un qui travaille chez Carrefour. Au final, voilà, c'est en redevenant des vrais moines Shaolin, des vrais Chinois quelque part, qui vont retrouver une sorte de nouveau souffle, quoi. C'est quand même un film qui prône le retour aux valeurs chinoises, tu vois, quelque part. Il y a ce côté effectivement identitaire, mais je pense que c'est quelqu'un qui est profondément amoureux de son pays et amoureux de sa culture. Effectivement, le message, comme tu dis, de Shaolin Soccer, c'est qu'il faut revenir en fait à ce qui fait son identité. En fait, les personnages de l'équipe de foot, enfin en tout cas les anciens moines Shaolin, sont des gens qui ont complètement perdu leur chemin et qui se sont retrouvés à faire des jobs qu'ils détestent, ou en tout cas qui font semblant d'aimer, et qui retrouvent vraiment leur fierté en faisant partie d'une équipe de foot où ils assument leurs connaissances. Et qui sont vraiment habillés comme des Shaolin et qui, voilà. Et qui ensuite ils transmettent ce savoir. Alors c'est une fin un peu utopique, hein, mais ils transmettent leur savoir à toute la société chinoise qui l'utilise dans son quotidien. Mais on a effectivement ce côté, il faut pas oublier d'où on vient. Stephen Chow, c'est un mec qui a pris des cours quand il était jeune avec un des frères d'armes de Bruce Lee, ayant lui-même été élève d'un artiste martial. C'est quelqu'un, je pense, qui est attaché aussi au passif, à l'histoire, et qui en même temps, voilà, est complètement ancré dans le monde moderne. Il montre justement à la fin qu'on peut être complètement dans le monde moderne et en même temps rester respectueux des coutumes et d'un enseignement millénaire. Et aussi le fait qu'avoir ce genre de thématique et délivrer ce genre de message, c'est un petit peu brosser dans le sens du poil le gouvernement chinois, hein, qui dirige Hong Kong quand même depuis 97, on en a déjà parlé. Ce qui permet aussi de pouvoir financer certaines choses, notamment des effets numériques assez importants plus facilement, quoi. De toute façon, il faut jouer le jeu. Tous les grands réalisateurs aujourd'hui sont victimes de ça et doivent apprendre à jouer dans le système. On est un peu comme à l'époque du Code Hays, où les réalisateurs, voilà, n'avaient pas le droit de montrer de sexe à l'image, et donc ils étaient inventifs. Je relève une petite anecdote un petit peu rigolote pour terminer, c'est que la chanson Men's Courage, donc qui est le thème principal du film, est chantée par Andy Lo, pour rajouter un petit peu à la bizarrerie ambiante. Ok, très bien. Eh ben, on va avancer un petit peu et on va parler un peu, justement, de l'impact qu'il a eu ce film. Et d'ailleurs, gros morceau parce que le film sort, donc comme on l'a dit, à Hong Kong en 2001. Et là, phénomène en fait. C'est le phénomène Stephen Chow qui est à nouveau en branle, mais là, ça devient un phénomène en fait international. Et c'est même déjà avant un phénomène domestique historique, puisqu'au moment où il sort, il est le plus grand succès domestique à Hong Kong de l'histoire. Et il sera dépassé en 2004 par Kung Fu Hustle, qui était le film suivant de Stephen Chow. Donc si encore une fois il fallait rappeler l'envergure et l'aura de Stephen Chow Hong Kong, je crois que là on a le diptyque le plus parlant possible. Je crois qu'après en plus ce succès-là est dépassé par Journey to the West et ensuite par The Mermaid, encore de Stephen Chow. Pour vous dire, c'est complètement hallucinant, c'est un réalisateur qui à chaque film qu'il fait, il défonce le plus gros succès qui était son film précédent. Alors là on parle bien sûr du succès domestique, mais à Hong Kong en tout cas c'était un succès gigantesque, il est resté jusqu'au film suivant de Stephen Chow le record absolu, quoi. Ça met d'autant plus en valeur ce que tu disais juste avant, c'est que le film, au-delà de son humour qui était déjà extrêmement populaire, c'est un succès culturel en même temps, qui a été reconnu au Hong Kong Film Awards, et il a reçu une flopée de prix, hein. Meilleur réalisateur, meilleur film, et meilleurs effets spéciaux, après 2-3 petites autres récompenses. Alors après, ce qu'il faut aussi dire justement sur l'impact, c'est que, on l'a déjà dit et répété, mais c'est que c'est le film de l'exportation, c'est la première fois qu'il va véritablement dépasser ses frontières, en fait, Stephen Chow, hein. Ça arrive tardivement, en fait, dans sa carrière, mais c'est ce qui va le mener tranquillement vers certainement l'apogée de son aura internationale qui sera Kung Fu Hustle, quoi. Un film justement bien plus occidental. On n'est plus du tout en fait dans le même type d'humour, hein, dans Kung Fu Hustle. On a beaucoup de références qui sont beaucoup plus compréhensibles, on a beaucoup plus de scènes de Kung Fu pur. Les chorégraphies des combats c'est Sammo Hung et Yuan Yiping, donc on se refuse rien. mais ouais, voilà, c'est vraiment Kung Fu Hustle, je pense, reste à l'international, c'est peut-être sa plus grande réussite, puisque ses films suivants auront plus atteint cette aura-là, quoi. Tu as raison. Il faut continuer. Nous devons gagner la coupe, quelles que soient les circonstances. Nous devons la remporter. Vous devez marquer des buts. Pour terminer sur la petite histoire avec Miramax, en fait, hein, ce qui s'est passé, c'est que justement, toutes ces parties d'humour typiquement cantonais, tous les jeux de mots notamment, ont été coupés par Miramax et donc par le célèbre Harvey Weinstein. Ouais, le célèbre Harvey Weinstein qui voulait en fait le Jim Carrey hongkongais. En fait, il en a fait vraiment le Stephen Chow show, c'est-à-dire que tout le reste, toute la romance, tout le développement de l'histoire est quasi passé à la trappe. En toute honnêteté, je sais pas si c'était une mauvaise chose
pour la distribution du film, pour le succès du film à l'international. Ce que je veux dire, moi je suis complètement contre le fait de remonter des films, hein, même par les propres réalisateurs. Un film, en fait, pour moi, c'est vraiment le produit d'un état de pensée au moment où il est fait. Les réalisateurs à la Coppola qui reprennent Apocalypse Now 2-3 fois parce que en 50 ans ils ont changé. Oui, dans 50 ans c'est normal que tu changes, mais ne retouche pas tes films. Et on a eu les désastres Star Wars, les désastres E.T. Mais là, effectivement, Miramax, je respecte pas ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé quoi, 20 minutes alors? Ils ont fait de la censure que moi je comprends pas trop personnellement, parce que c'est vraiment des détails à la con, hein. C'est un coup de pied en plus sur une jambe, un nez qui coule du sang, des trucs comme ça. Après il y a des scènes entières où je pense effectivement c'est purement culturel, c'est putain on comprend pas cet humour quoi, laisse tomber, ça va pas marcher. Donc moi comme j'ai dit, je suis contre ça, mais je pense que ça a aidé le succès du film international. Oui, bien sûr. Et donc, en ça, c'est finalement plutôt une bonne chose, parce que ça a ouvert tout un pan du public qui connaissait pas ce type d'humour, qui a commencé à découvrir Stephen Chow. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui sont fans de Stephen Chow, qui l'ont découvert grâce à Shaolin Soccer, et qui après se sont fait un peu, voilà, aux spécificités, ont découvert peut-être, après la version tronquée, ont découvert la version originale du film, ont découvert Kung Fu Hustle, ont découvert ses précédents films, et l'ont suivi jusqu'à The Mermaid, ou Conquering the West. Donc, je peux pas dire que ce soit foncièrement une mauvaise chose, mais voilà, dans un monde idéal, on n'aurait pas ces versions tronquées. Mais bon, voilà, on ne vit malheureusement pas dans un monde idéal. Je suis en train de tester l'équipe. Si vous n'arrivez pas à tenir le coup, c'est pas la peine de tenter la coupe. Mais on joue pas au foot là, on est en pleine guerre. Une vraie compétition, c'est comme une guerre. Eh ben on va terminer par créer des liens et donc faire nos petites recos par rapport au sujet, histoire de l'ouvrir un petit peu. Alors, la filmographie de Stephen Chow, bon, vous allez trouver des équivalents, sans problème. Enfin, en tout cas dans l'humour. Bah, disons qu'il y a eu plusieurs périodes dans la filmographie de Stephen Chow. C'est-à-dire qu'il a été acteur pendant très longtemps. Son premier gros succès, ça a été All for the Winner. Il a joué le pitre pendant des tas et des tas de films où il a réussi à infiltrer un peu son style au fur et à mesure des films. Et il y a un moment où il s'est dit, voilà, il faut vraiment que je fasse mon cinéma. Et donc, il a commencé à co-réaliser puis réalisé, comme le prouve Shaolin Soccer. Et donc, il y a plusieurs périodes. Il y a une période, c'est vraiment humour cantonais, un peu slapstick, et il y a cette période qui a mené à Shaolin Soccer, où il commence à intégrer cet humour parodique. En plus, tu citais que son surnom, c'était le King of Comedy. Il a réalisé le film King of Comedy. Et aussi The New King of Comedy. Donc, ouais, il y a tout ce pan d'humour cantonais, donc on peut retrouver, il y a plein de films où l'humour cantonais prédomine, hein, que moi, je peux pas supporter, donc j'ai pas vu beaucoup de films comme ça. Mais en termes d'humour purement Stephen Chow, il est, on va dire un peu pareil que pour Wong Kar-wai, mais il est un peu unique, bien qu'on peut retrouver des échos de ça dans le cinéma américain, dans le cinéma local, vous allez avoir voilà plein de films d'humour cantonais. Après, si vous avez aimé vraiment beaucoup aimé Shaolin Soccer, King of Comedy, moi je pense ça devrait vous plaire, même si on n'est plus dans une comédie sportive, clairement pas. Mais par contre, les films qui suivront, donc Kung Fu Hustle, mais aussi je pense Journey to the West, alors c'est un petit peu différent, ou même The Mermaid. Alors je sais que toi t'aimes pas beaucoup The Mermaid, mais bon, on est toujours dans le même type d'humour, hein. Disons qu'il a vraiment presque changé d'identité, je trouve, justement, à partir de Shaolin Soccer. Et peut-être même plutôt à partir de Kung Fu Hustle, où, pour moi, ça devient beaucoup plus accessible pour un public comme nous, quoi. Il y a une évolution, on sent que, voilà, il a fait le tour de l'humour, et il veut s'intéresser à quelque chose de plus, il veut s'intéresser à la romance, il veut faire un cinéma, voilà, vraiment de message. Il fait un cinéma vachement plus esthétisant maintenant, c'est-à-dire qu'on a une tentative de jouer beaucoup plus avec ce genre d'effets spéciaux, qui faisait pas tant que ça avant Shaolin Soccer. Non, mais même très peu, je pense que c'est la démocratisation de la simplicité, toute relative, de faire des effets spéciaux, le fait que ce soit moins onéreux. Même si les budgets ne sont pas les mêmes, hein, à Hong Kong évidemment qu'aux États-Unis. Ça se voit, mais on peut pas renier l'imagination, en tout cas, du bonhomme. Et je dirais, voilà, en termes de films qui peut lui ressembler, moi j'ai regardé un des premiers films qu'il a réalisé, enfin qu'il a co-réalisé, c'est une parodie de James Bond, Bon baiser de Pékin. Moi j'aime beaucoup James Bond, donc ça me parlait, et que j'ai finalement beaucoup aimé. Bon, on sent que c'est un budget quand même assez limité, qui commence fort et qui se perd un peu en route, mais il y a des moments où je me suis vraiment esclaffé devant le film. Après, si on sort un petit peu de chez Stephen Chow, je pense que si par exemple on voulait cadrer un peu autour de la comédie sportive, moi celles que je relève en général sont pas hongkongaises ni asiatiques pour le coup. Ouais. Pour moi, la meilleure comédie sportive du monde, c'est un film d'Adam McKay qui s'appelle Talladega Nights avec Will Ferrell, et d'ailleurs qui pour moi a un petit lien à faire avec le cinéma Stephen Chow, c'est-à-dire que on use et on abuse de l'absurde et du comique de répétition. Je trouve que c'est vraiment la meilleure comédie sportive qui puisse exister, quoi. Vraiment, j'ai pas encore trouvé l'équivalent. Ce qui est intéressant à dire, c'est que finalement des films qui parlent de football et qui ont du succès, il y en a pas tant que ça. Ah bah en France, ça fait 3-0 ou Les Seigneurs ou je ne sais quoi, enfin c'est des films complètement ridicules, quoi. Il y a eu un film, je crois que c'était américain, Goal. Ils avaient prévu de faire une trilogie avec Zinedine Zidane, enfin des stars qui apparaissaient. Je les ai vus les trois et c'est vraiment pathétique. Mais là on est plus vraiment dans le drame sportif. Oui, non mais complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que même le sujet du foot, c'est un sujet. C'est pas un truc très cinématographique, hein, clairement. J'ai du mal à voir l'équivalent d'un Rocky avec des footeux. Mais bon, je demande qu'à être surpris, hein.
Bref, voilà, j'ai pas grand chose à relier à Shaolin Soccer hormis ces quelques petits trucs là. Mais voilà, intéressez-vous à la filmographie de Stephen Chow. Si vous êtes sensible à cet humour, il y a beaucoup de films, hein, comme tu le disais au début, à l'heure actuelle il y en a à peu près 75. Ouais, plein de en films. Plus, il y a un entourage sympa, par exemple le Journey to the West 2, c'est Choyar qui le réalise et c'est Stephen Chow qui l'écrit, qui le produit et qui joue dedans. Ceci étant dit, je pense qu'on arrive au bout de notre épisode 3. Ouais. La première trilogie est bouclée et on peut même annoncer quelque chose, c'est que pour le 4e épisode, cette fois-ci, on a déjà décidé de quoi on allait parler. On va refaire un gros morceau pour l'épisode 4, puisqu'on va parler d'un film de Choyar qui s'appelle The Blade. J'ai hâte de le remater d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ah je l'ai revu il y a pas longtemps, mais je pense que je vais remettre le couvert encore une fois. Ouais, oui, d'ailleurs, si vous voulez préparer l'épisode, je prends le dessus sur Marvin, mais vous pouvez vous replonger dans le dernier épisode de Final Cut, en tout cas au moment où on enregistre, qui était consacré à Choyar, qui est un très bon épisode que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir, et j'ai appris plein de choses, donc ça va me servir pour notre Hcast Cinematic Universe. Mais The Blade, effectivement, est un incontournable, donc c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord pour en parler. On voulait refaire un gros morceau et essayer de changer de style, même si on pourra pas le faire éternellement, évidemment. Mais voilà, on passe de la grosse comédie au film de sabre assez intense, donc il va falloir s'accrocher. C'est ça, en tout cas, j'ai hâte qu'on se retrouve pour parler de The Blade. En attendant, portez-vous bien, on espère que bientôt vous pourrez tous ressortir. Continuez à regarder des films HK, c'est très important, donc Erwan, à très bientôt pour la suite alors. À plus. Salut. Vous avez écouté Hcast, un podcast de Marvin Montes et Erwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.